Très bien. Alors, écoutez, l'exposé suivant, donc, c'est celui de Mme Sylvie Le Collinet, qui vient du CIRAD. Je vous laisse la parole. D'abord, je profite d'avoir le micro pour remercier les organisateurs de nous donner l'occasion de réaliser cette présentation. Je travaille au CIRAD dans le santé animale, dans l'unité de recherche AS, et plus particulièrement au sein du CRDC, donc le Centre de recherche et de veille sur les maladies vectorielles de la Caraïbe. Et les travaux que je vais vous présenter ont été faits entre l'ANSES et le CIRAD, puisque j'ai rejoint le CIRAD il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Je vais vous parler de l'importance des approches de santé pour avancer sur les émergences et la caractérisation génétique des arbovirus, avec l'idée d'avoir des approches combinées biologie et bioinformatique. Donc, je vais commencer juste pour rappeler le concept de santé et l'importance du concept de santé pour mieux comprendre à la fois la surveillance et le contrôle à la fois des agents pathogènes et des polluants. Ce sont des concepts qui sont maintenant anciens, déjà développés dans les années 2000, mais qui sont véritablement revenus sur le devant de la scène ces dernières années, en particulier depuis l'émergence du coronavirus responsable de la COVID-19. Et ces approches de santé reconnaissent l'interconnexion qu'il peut y avoir entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Quand on travaille sur les arbovirus, on a de nombreux paramètres environnementaux qui vont influer sur la circulation de ces agents pathogènes, que ce soit sur la diversité ou l'abondance des vecteurs, les moustiques, les arthropodes, ou que ce soit également l'abondance des autres réserves. Nous allons donc rentrer un peu plus dans le sujet et lorsqu'on s'intéresse véritablement aux arbovirus, on est obligé de voir le cycle de ces arbovirus de façon globale et s'intéresser à chaque composant du cycle épidémiologique et donc à la fois aux vecteurs, moustiques et autres, aux réservoirs, mais également aux hôtes révélateurs, comme ça peut être souvent le cas avec les vertébrés, les animaux ou l'homme. Je vais juste vous présenter rapidement les virus, les arbovirus sur lesquels on va s'arrêter un moment, en sachant qu'on ne va pas nécessairement s'arrêter sur les virus les plus couramment rencontrés en Guadeloupe, c'est-à-dire en Cadica et Dingue, mais on va s'intéresser à des virus un peu moins connus. Tous ces virus ont la particularité d'être enveloppés, et donc relativement fragiles, mais ce qui ne les empêche pas d'être à la fois transmis par la piqûre d'arthropodes, mais également parfois par transmission directe. Et on va voir que là, dans les cas, sur un des virus d'intérêt, on a une transmission directe qui a été particulièrement marquée. Nous avons un virus qui a un génome assez simple, directement codant, et relativement court, donc assez facile à caractériser par le souci de séquençage au débit. Nous avons de nombreux virus qui sont transmis au sein des animaux et également chez l'homme et qui sont présents en France ou en Guadeloupe. Et donc, je vous ai représenté ici la variété des virus qui peuvent être décrits, en sachant qu'on va juste s'arrêter sur certains de ceux-ci. Nous avons en tout cas ici des virus d'Inde, des virus Zika transmis par des moustiques appartenant au genre Aedes, comme l'Aedes aegypti ou l'Aedes albopictus, le moustique tigre, qui sont représentés donc en rose et présents naturellement assez régulièrement en Guadeloupe. Et puis nous avons également d'autres virus comme le virus West Nile ou le virus céphalitatif, qui sont identifiés en France hexagonale. Ce qui est intéressant de voir, c'est que très rapidement, la génétique de ces virus est très clairement influencée à la fois par le mode de vectorisation, savoir s'il s'agit de moustiques ou de tiques qui transmettent ces virus. Également par la structure étymologique qui est observée, donc on va avoir des virus qui vont aller dans des zones différentes de l'organisme. Certains plutôt sépatiques et entraîner souvent des syndromes hémorragiques dans ce cas-là, ou plutôt des virus qui vont aller au niveau du système nerveux central et entraîner des maladies neurologiques. Et dernier point, les réservoirs sont également différents.
Donc, on a certains virus qui vont circuler activement dans la faune sauvage, chez les oiseaux, ou chez les rongeurs. On va s'arrêter sur deux arbovirus. Et donc, le premier, ça va être le virus encéphalopathique, qui est également un arbovirus qui est de plus en plus présent au niveau de l'Europe, qui est un flavivirus transmis par l'éthique et qui a en plus cette particularité de pouvoir être transmis de façon directe suite à l'inscription du virus chez les petits ruminants, particulièrement dans du lait, à partir du moment où c'est du lait non pasteurisé, donc du lait non traité. C'est un virus qui est plutôt décrit dans les pays scandinaves jusqu'en Europe centrale et relativement peu, en tout cas jusqu'à maintenant, sur la partie ouest de l'Europe. Il y a 3 types qui sont largement présents au niveau de l'Europe. Je pense qu'on va plus dans le détail. En tout cas, en Europe, on a principalement un type de virus qu'on appelle européenne, donc pour un type bien facilement retrouvé et contre lequel on peut facilement vacciner également la population générale. Donc il faut savoir que les études intégrées ont permis un contrôle efficace de l'émergence de ce virus TBEV dans un cadre bien précis. Le virus l'encéphalopathique est connu depuis longtemps en France, depuis les années 60, et régulièrement on inscrit des nouveaux foyers en France hexagonale, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes en 2017. On sait par des études multiconfaisantes, et donc qui intéressent la faune sauvage, qui intéressent l'éthique, que c'est un virus bien plus largement répandu que ce qui peut être détecté simplement à partir des données sur les cas humains. Et donc, en particulier, il y a, dans une étude publiée en 2019, l'identification de ce virus dans 3 nouveaux départements de l'Est de la France. Et ce qui nous a particulièrement interpellés, que ce soit les services de santé publique ou en santé animale, c'est l'émergence d'infections chez l'homme dans le département de l'Ain en 2020, un département qui n'était pas du tout concerné par ce type d'émergence, par ce type de virus. Et donc, en tout, 43 cas suspects ont été recensés avec un historique de consommation de produits au lait cru de chèvre. Les outils de génétique nous ont permis véritablement de retracer la chaîne de transmission et de caractériser plus finement le virus en cause. Et en fait, le virus a pu être isolé à la fois de tiques, suite à des données sur le terrain, qui ont permis de récolter pas loin de 1000 tiques à des stades différents, et également à partir de lait et de fromage au lait cru, fabriqué à partir de lait de chèvre d'un seul et unique élevage du département de l'Ain. La chaîne de transmission était clairement confirmée dans ce cadre. On a ensuite pu avancer sur la caractérisation génétique de ces virus par des approches de séquençage au génome. Et ici, c'est la technologie Lineagen, séquençage de première génération qui a été utilisée avec l'appui particulier de Fabien Bourguignon dans l'unité bactériologique ASS. Ce qui est intéressant ici, c'était une technologie qui avait été mise en place pour Zika et qui a très très bien fonctionné sur un autre flavivirus très différent par rapport au flavivirus Zika et qui permettait d'amplifier le génome de ce virus de façon redondante avec des zones amplifiées dans le casque biotique et qui ont permis très rapidement d'avoir les séquences associées à ce nouveau virus. Ce qui est ressorti de l'analyse, c'est que ce soit le virus identifié sur l'éthique, sur le lait ou sur le fromage, on était sur un virus unique, avec une séquence quasiment identique, à part avec le nucléotide, ce qui pouvait être dû à des accidents de séquençage entre guillemets. Et puis surtout, ça a permis de voir qu'on avait des virus assez proches de ce qui circulait dans les deux voisins, dans les pays voisins, en particulier en Allemagne. Ce qui a aussi été permis, grâce à ces approches génétiques, c'est véritablement de suivre les mesures de contrôle de ce foyer d'émergence.
Et donc, en fait, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place sur cette animal pour couper la chaîne de transmission, que ce soit le rappel des produits qui étaient commercialisés, mais également le fait d'empêcher les piqûres de tiques sur les animaux par à la fois la stérilisation et le traitement par herbicides et insecticides des bâtiments d'élevage. Je vais maintenant vous parler d'un autre aspect. Là, on est véritablement dans le contrôle. Et là, je vais plus parler de la surveillance et l'importance de combiner les approches pour la surveillance des arbovirus et des flavivirus particulièrement, avec un exemple qui est celui du virus West Nile. C'est un virus qui est cette fois transmis par des moustiques, en particulier des moustiques culex. Une grande difficulté pour sa reconnaissance, c'est le fait qu'il va généralement induire des infections symptomatiques chez l'animal ou chez l'homme. Et ce qui est véritablement important dans le cadre de la surveillance de ce virus, c'est d'arriver à collecter rapidement et efficacement les informations dans différents compartiments de circulation et d'assurer une bonne communication efficace entre les acteurs du dispositif de surveillance. On sait que c'est un virus qui est largement présent en France hexagonale, qui est également décrit en Guadeloupe, qui a été décrit en tout cas jusqu'en 2017-2018. On n'a pas depuis vraiment trace d'événements de circulation. C'est un virus qui est connu avec une circulation moins à 3 reprises sur le territoire. Et en France métropolitaine, c'est un virus dont la circulation s'intensifie depuis l'année 2015 maintenant, avec une récurrence des foyers sur tout l'arc méditerranéen, en région Camargue particulièrement, mais également en Corse ou dans les Alpes-Maritimes. C'est également un virus qu'on va retrouver maintenant complètement sur la partie sud-ouest de l'année dernière. Ce qui a été surtout intéressant, c'est de pouvoir caractériser à partir des cas animaux les virus qu'on pose. Et en fait, on s'est très vite rendu compte de la dynamique assez particulière des souches de West Nile qu'il y a en France. On a une souche historique qui est représentée ici en bleu, tout en haut, qui appartient à un groupe de souches qu'on voyait classiquement depuis les années 60 en France hexagonale. Et puis plus récemment, on observe maintenant, comme partout en Europe, l'installation assez pérenne des souches indiquées ici en rouge, les souches de NIM2, qui très certainement ont diffusé de proche en proche depuis l'Italie du Nord, puisqu'elles étaient installées depuis quelques années avant l'arrivée en France hexagonale. Dernière partie que je voulais vous présenter, c'est un travail qui vient tout juste d'être soutenu avec en fait le travail de thèse de Missiak et qui cherche à mieux comprendre, mieux appréhender comment le génome de ces arbovirus peut influencer la transmission ou la violence chez l'autre. Et voilà, c'est un travail qui débute, parce qu'il y a énormément de voix. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il permet à l'heure actuelle de mettre le nom sur certaines parties du génome qui sont importantes pour moduler la virulence et la transmission par l'insecte vecteur du virus West Nile. Comment le travail a été construit? Véritablement en modifiant le génome viral à façon et en échangeant des morceaux de génome viral entre des souches de virus West Nile de virulences différentes. Donc, on a une souche hautement virulente, indiquée ici en rouge, la souche d'Israël 98, et puis une souche peu virulente qui entraîne très peu de mortalité. C'est des techniques en fait de génétique inverse, qu'elles soient plus classiques ou les dernières développées, permettent vraiment de générer ces chimères de façon très rapide. Et ce qui nous a paru pertinent dans un premier temps, c'est de s'intéresser aux protéines structurales qui avaient été relativement peu étudiées dans le cadre de l'infection par le virus West Nile. Donc, elle est la toute fin du génome viral. Ce qu'elle a pu montrer en utilisant des modèles à la fois murins et aviaires, c'est qu'on avait des zones du virus West Nile qui modulaient différemment
la violence chez la souris, chez les un modèle de fer, et chez le oiseau, un modèle poussin, donc un modèle bébé. Et ce que vous voyez ici, c'est que sur la souris, nous nous retrouvons avec la chimère représentée ici en jaune, qui est clairement moins virulente, avec en fait une multiplication moins efficace et une virémie qui est moins forte, telle que représentée ici, dans le graphique en haut à gauche. À l'inverse, sur les oiseaux, c'est la chimère qui est représentée en rose, qui est clairement diminuée et qui va être moins excrétée, donc on en retrouvera moins dans la cavité orale des oiseaux infectés, et puis qui va également induire moins de mortalité. Donc vous avez les groupes de mortalité qui présentent des pourcentages de survie, donc une survie augmentée lorsqu'on a affaire à une infection par la chimère en rose, versus la souche parentale qui est représentée ici en rouge. Donc, ces études sont encore en cours, comme je vous l'indique, mais nous permettent d'avancer dans la génétique des arbovirus et nous permettent déjà de mieux appréhender le rôle des protéines structurales qui sont relativement peu étudiées dans la violence et la transmission des virus hostiles. Et puis surtout, nous ont permis de montrer que ces déterminants de violence sont clairement codépendants et nous demandent une approche intégrée, une approche multi-route et transversale qui permettent véritablement de dénouer tous les secrets de ces virus. En conclusion, la première conclusion auquel je voulais vous amener, c'est qu'on a de plus en plus affaire à des émergences d'infections vectorielles, et en particulier d'infections clavivirus. Ce ne sont pas les seuls virus à transmission vectorielle qui sont concernés, mais c'est un grand groupe dont on voit l'émergence ces dernières années. Et ces émergences sont apportées à la fois en France hexagonale, qui vont tout de suite le virus West-Nile, le virus qualitatif, un autre virus également qui peut être également largement étudié sur le territoire de la France hexagonale, et également Guadeloupe avec Zika, avec la dengue, avec le West. Et quelque chose d'important, c'est que tous ces virus-là, ils sont assez facilement étudiables lorsqu'on s'intéresse au compartiment animal, au compartiment vecteur, généralement difficile à appréhender chez l'homme parce que la virémie est très faible et qu'on a du mal à avoir des prélèvements qui permettent d'avancer sur la caractérisation génétique de ces virus. Il y a des années sur lesquelles on a de très fortes émergences, et donc en particulier pour West-Nile en 2018 et en 2022. Certaines années sont aussi connues en Guadeloupe pour permettre les épidémies de dengue bien plus importantes. Au final, les épidémiologies de ces arbovirus sont très complexes. On sait qu'on a de façon récurrente des introductions de souches avec des violences variées, donc un impact chez l'homme ou chez l'animal qui est clairement différent. On a des autres réservoirs et des environnements qui vont favoriser ou au contraire pouvoir limiter ces émergences. Et on a de nombreux déterminants viraux et environnementaux pour expliquer la violence ou la transmission de ces virus. Au final, les approches une santé doivent être renforcées dans le cadre de l'étude de ces arbovirus pour à la fois permettre des systèmes de surveillance et de contrôle qui soient particulièrement flexibles et efficaces. Je voudrais remercier à la fois l'équipe qui s'appelle l'équipe Zen, au sein du MR 61 Virologie, qui est une MR générale à Sénégal, dans laquelle j'ai eu l'occasion de travailler par le passé. Et puis, bien évidemment, mes collègues du CRVC en Guadeloupe, à Cotibourg, tout particulièrement Lise Fiacre, Maëlle Dallier, et puis l'ensemble des personnes qui sont intervenues dans le cadre de ces projets. Il y a bien évidemment de nombreux collaborateurs qui ont participé, et donc vous en avez qui sont ici pour ce qui est de l'ANSES, mais on a interagi de façon importante avec, pour la surveillance des collaborateurs de l'Office français de la biodiversité, de son public fort, de l'EID Méditerranée, de l'IRBA ou encore l'Université de Montpellier. Et puis, il y a sur les autres aspects de nombreuses personnes qui sont intervenues. Donc, je profite de cette présentation pour les remercier pour leur implication et pour les nombreuses données générées dans le cadre de ce projet.
Un grand merci pour finir à Gaël Gonzalez, Cécile Beck, Céline Daillon, Steve Olenski, Marie du Nord-Est, qui continue l'aventure sur le front des arbovirus en France hexagonale. Merci pour ces bons exemples sur comment l'approche intégrée permet d'améliorer sensiblement la surveillance vis-à-vis de ces arbovirus pour lesquels on sait que déjà on voit qu'elle est type intéressante. Donc, quel serait du coup, si on voudrait implémenter cela à Guadeloupe, les principaux défis et priorités? Alors déjà, au niveau de la surveillance, il y a très clairement une marge d'amélioration pour véritablement aller vers une démarche complètement intégrée. Que ce soit d'ailleurs en Guadeloupe, plus largement hexagonale, on se trouve face à soit encore à un fonctionnement trop sectoriel et une diffusion d'informations en particulier qui n'est pas optimale et qui pourrait être améliorée pour un partage d'informations le plus rapide possible et une sensibilisation en particulier des acteurs de façon un peu redondante, en particulier lorsqu'on est en période où ces arbovirus circulent. Et là, c'est probablement un des défis que l'on rencontre le plus en Guadeloupe, c'est qu'on est face à certains arbovirus qui ne sont pas des priorités de santé publique parce qu'il y a bien d'autres maladies sur lesquelles on doit intervenir en priorité. Et pour autant, il faut continuer d'avoir un système de surveillance alerte sur l'ensemble des autres arbovirus. Donc, je pense qu'au niveau de la Guadeloupe, une réflexion qu'on doit avoir, c'est véritablement comment combiner les différents systèmes de surveillance pour optimiser au mieux la surveillance de l'ensemble des arbovirus. Bonjour Sylvie, merci pour ta présentation. Tu nous parles d'une approche d'awareness pour la surveillance. Et donc, par rapport à tous les travaux qu'on a fait sur cette approche, il y a un aspect aussi qui était important, c'était l'implication des parties prenantes non scientifiques. Et étant donné l'importance que ça a dans la santé publique, la surveillance et la gestion des émergences d'arbovirus, qu'est-ce qui se passe en termes de restitution au grand public, en termes de, je sais pas, de système d'alerte au public quand il y a des émergences? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà mis en place ou pas? Alors, à l'heure actuelle, il y a, en cas d'émergence, des bulletins réguliers qui sont fournis par Sécurité France, par exemple, sur la présence des arbovirus. Par contre, on a très clairement besoin de mieux communiquer envers le grand public. Et ça fait partie de choses qui sont en train d'être discutées. Et pour que lorsque les acteurs de surveillance en parlent, il faut véritablement que tout le monde s'accorde sur la place importante que peut avoir cette action au sein d'un dispositif de surveillance. Donc, ça fait partie des étapes sur lesquelles on avance pour qu'il y ait bien une action concertée de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes